Le zéro déchet pour ma santé et la planète. Des podcasts pour comprendre les pollutions invisibles du quotidien et agir pour l'environnement et sa santé. Une série de l'association Zéro Déchet Strasbourg dans le cadre du contrat local de santé. Chaque jour, nous ouvrons le robinet, nous prenons une douche, nous lançons une lessive, nous utilisons des produits ménagers et des cosmétiques. Des gestes simples, presque automatiques. Mais où vont toutes ces substances une fois qu'elles disparaissent dans nos canalisations? Ces dernières années, plusieurs territoires ont vu apparaître des pollutions de l'eau par des substances chimiques persistantes. En Alsace, l'agglomération de Saint-Louis a été marquée par une contamination au PFAS, ces polluants éternels, entraînant des restrictions de consommation de l'eau potable pour les populations les plus vulnérables. Pesticides, résidus industriels, molécules persistantes. Ces situations nous rappellent une chose essentielle. L'eau potable n'est pas acquise. Elle dépend de la qualité de nos milieux naturels et de nos choix collectifs. Bienvenue dans un nouvel épisode de Le zéro déchet pour ma santé et la planète. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre ce que sont concrètement les micropolluants, explorer comment nos habitudes quotidiennes contribuent à cette pollution, et nous proposerons des solutions simples pour contribuer à réduire la pollution de l'eau à la source, ainsi que les risques qui y sont liés. Bonjour Maxime Pommier, pouvez-vous vous présenter ainsi que les missions que vous menez aujourd'hui au sein de l'Eurométropole de Strasbourg ? Bonjour, donc je suis Maxime Pommier, je travaille pour l'Eurométropole de Strasbourg au sein de la direction eau et risques environnementaux. Et mon poste est chef de projet pour mettre en place des projets sur le territoire pour protéger la ressource en eau, aussi bien sur l'aspect, on va dire, limitation de la pollution que sur l'aspect limitation des usages et donc les prélèvements dans la ressource en eau. Et un de mes sujets de prédilection, c'est la lutte contre les micropolluants à la source, donc contre toutes les substances chimiques qu'on peut tous et toutes domestiques et entreprises rejeter du fait de nos usages. Merci Maxime. Vous avez terminé en parlant de micropolluants. J'aimerais qu'on creuse cette question. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est concrètement un micropolluant et quels sont les impacts sur l'environnement, sur la santé, etc. Il n'y a pas en fait de définition réglementaire, mais celle sur laquelle toute la communauté, on va dire scientifique et aussi institutionnelle, le ministère s'accorde, c'est un micropolluant, c'est une substance chimique, donc très souvent d'origine humaine, qui même à des très faibles concentrations peut avoir des impacts toxiques pour les écosystèmes, l'être humain, etc. Et quand on dit très faible concentration, c'est des microgrammes ou des nanogrammes par litre, donc ça représente quelques morceaux de sucre dans une piscine olympique. Donc même à ces concentrations-là, ça peut avoir un impact toxique. Ces substances, en fait, elles viennent d'où? Comment est-ce qu'elles se retrouvent dans l'environnement? J'aimerais comprendre. En fait, on s'en rend pas forcément compte, mais tout autour de nous, dans nos objets, nos produits, etc., il y a des substances qui ont été ajoutées dans la composition parce qu'elles ont tout un tas de propriétés qui peuvent être anti-feu, imperméables, etc. Donc, ça se retrouve à la fois dans nos rejets, on va dire à la maison, ou dans les appartements, tous les produits qu'on utilise à la maison, mais ça se retrouve aussi dans les rejets des entreprises, donc les industriels qui fabriquent ces substances chimiques et donc qui ont ces rejets-là dans leurs effluents, dans leurs rejets d'eau usée, mais aussi des autres entreprises qui utilisent ces produits et donc en rejettent. Ok, alors on retient les propriétés anti-feu, les propriétés imperméables. Ce qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est je me dis depuis quand en fait on connaît leur présence dans les sols et surtout on a identifié leur toxicité. Par rapport aux analyses qui sont menées, est-ce qu'on faisait pas d'analyse avant? Est-ce qu'on en fait plus maintenant? Est-ce qu'elles sont différentes, etc. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu cette temporalité? Ouais, alors en fait dans les micropolluants, ça représente des centaines de milliers de substances différentes. On en a en fait pour avoir une idée d'un chiffre, en Europe sont répertoriées par la réglementation européenne plus de 100 000 substances qui sont sur le marché dans les produits du quotidien et dans les produits qui sont utilisés. En fait, il y a des substances qu'on connaît depuis très longtemps, enfin les métaux, etc., où on sait qu'il y a
il y a une présence dans l'environnement du fait des usages humains. Donc ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on le connaît. Et en fait, au fur et à mesure, on est capable, les laboratoires sont capables d'analyser de plus en plus précisément dans les eaux, dans les sols, etc., de nouvelles substances. Et donc on dit que c'est une pollution émergente. Médiatiquement, on entend beaucoup parler des PFAS, les polluants internels. En fait, on sait les mesurer à des quantités très faibles depuis juste ces dernières années, mais en fait, ils sont utilisés déjà depuis des dizaines d'années. Donc en fait, la pollution et l'utilisation de ces micropolluants, ça date déjà de plusieurs dizaines d'années. C'est surtout la connaissance, la capacité d'analyse et aussi la connaissance des données en termes d'impact toxique ou sur les écosystèmes et ou l'être humain, qui est récente, voire qui n'est pas encore connue. Ok, merci. Donc on connaît ces micropolluants, on a la capacité de les mesurer dans l'eau et les sols, on a donc une capacité d'analyse et une connaissance sur les impacts toxiques qui est encore assez limitée, mais qui progresse. Donc ce qui m'interpelle maintenant, c'est que vous avez parlé tout à l'heure des eaux usées. Donc qui dit eaux usées dit station d'épuration. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des stations d'épuration ? Est-ce qu'on a la capacité de pouvoir éliminer ces substances ou est-ce qu'il n'y a qu'une partie de ces substances qui sont traitées ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Donc tout ce qu'on rejette dans nos eaux usées va donc en bout de chaîne dans les stations de traitement des eaux usées, ce qu'on appelle les stations d'épuration. Et en fait, les stations d'épuration, à l'origine, et c'est encore le cas, elles ne sont pas dimensionnées pour traiter des micropolluants. Elles sont faites pour traiter ce qui vient en fait des toilettes à la base, donc toute la pollution carbonée, azotée, phosphorée. Et elles ne sont pas faites pour traiter les micropolluants. Néanmoins, elles arrivent à en traiter une bonne partie, parce que certains micropolluants sont biodégradables, et donc ce qui se passe dans une station d'épuration, ça permet de les biodégrader, parce que on peut les absorber sur les bouts d'épuration qui du coup sortent de la filéo et ne se retrouvent pas ensuite dans les milieux naturels via les rejets en sortie de station d'épuration. Donc aujourd'hui les stations, tout du moins en France, elles ne sont pas dimensionnées pour traiter les micropolluants, donc il n'y a pas d'objectif de traitement des micropolluants. Par contre, c'est pas le cas, on va dire, dans d'autres pays, en Suisse notamment, dans certains lands de côté allemand. Donc le Bade-Württemberg a équipé les stations d'épuration de traitement spécifiques aux micropolluants. Donc c'est des traitements beaucoup plus efficaces à base de charbon actif, d'ozonation, etc., qui se mettent en sortie de station d'épuration et qui permettent de traiter, et encore pas tous, la plupart des micropolluants. Évidemment, le pendant, c'est que ça coûte cher et que ça coûte cher en énergie. Et là, il y a une directive européenne toute récente qui fixe pour tous les pays européens, donc aussi pour la France, où dans quelques années, on devra équiper avec ces traitements nos stations d'épuration. Donc nos stations d'épuration, dans une quinzaine, vingtaine d'années, seront capables de traiter les micropolluants, en tout cas en majeure partie. Bon, vu des impacts sur la santé et l'environnement, je pense qu'il serait plus que temps de le faire quand même. Vous avez parlé de pays étrangers. Donc moi, ça me fait penser à la France. Est-ce qu'il y a quand même une obligation d'analyse de ces micropolluants ? Et si on trouve à un moment donné un taux qui est élevé, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on doit aller, ce serait quand même bien, est-ce qu'on va rechercher d'où vient cette pollution, d'aller rechercher à la source, et à ce moment-là, quand on a identifié la source, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est au gérant du réseau d'assainissement de mettre en place un plan d'action ? Est-ce que c'est à la personne, à la structure qui est responsable de cette pollution d'agir ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Est-ce qu'il y a des obligations à ce niveau-là ? En France, donc, on n'a pas encore d'obligation de traitement au niveau de la station d'épuration. Par contre, on a une obligation de recherche d'une liste d'une centaine de micropolluants qui ont été priorisés au niveau national par le ministère et d'autres institutions, on va dire, nationales sur la santé, l'environnement, etc. Et donc, on doit chercher ces substances en entrée et en sortie des stations d'épuration. Et ça, le prélèvement, ça se fait par des prélèvements avec un matériel spécifique, parce qu'il ne faut pas contaminer l'échantillon, parce que, comme on le rappelle, on est sur des toutes petites concentrations. Donc si nos flacons ou autres sont
pas propre, pas bien dimensionné, pas avec le bon matériau, ben on perturbe la donnée qu'on va produire. Et donc ça, ces analyses, ça demande des capacités analytiques très précises par des labos accrédités, etc., et qui nous permet d'avoir une idée des concentrations qui sont présentes en entrée et en sortie de la station d'épuration. Et avec ces données, en fait, suivant si les concentrations mesurées dépassent certains seuils qui sont définis dans la réglementation, le gérant du système d'assainissement, donc en général la collectivité, a l'obligation de trouver, en tout cas de rechercher d'où viennent ces substances sur le territoire, donc qui les rejette, et de mettre en place un plan d'action pour accompagner au changement de pratique et du coup limiter, en tout cas réduire l'émission de micropolluants dans le réseau d'assainissement. Ok, intéressant. Je me demande maintenant, en fait, par rapport aux concentrations, comment on arrive à déterminer à partir de telle concentration, on a des effets perturbateurs sur l'organisme, sur l'environnement. Comment est-ce qu'on les analyse en fait en laboratoire? Comment sont déterminés ces seuils? Et est-ce qu'il y a un organisme aussi qui gère un peu tout ça? Alors, c'est des données qui sont en fait pas encore toujours disponibles pour toutes les substances, mais il y a évidemment des normes qui permettent de dire cette substance, elle pose un problème, elle est toxique pour les écosystèmes et ou pour l'homme à tel niveau de concentration. Donc au niveau national, c'est l'ANSES qui définit quelles sont les valeurs toxicologiques de référence, notamment dans l'environnement, à ne pas dépasser pour ne pas qu'il y ait de perturbations et de toxicité sur les écosystèmes. Et ça se fait en faisant des mesures normées en laboratoire avec des outils bioessais qui regardent sur certaines cellules, sur certaines bactéries, sur certaines algues, des fois sur certains microcrustacés. Donc en gros, c'est des tests de référence qui permettent de dire, pour cette substance, si on arrive à telle concentration, on a un effet qui est perturbateur et qui est toxique pour l'environnement. Et donc ça permet de donner les normes dans les différents milieux aquatiques à ne pas dépasser. Ok, donc c'est l'ANSES qui fixe ces seuils, ça marche. On a vu pas mal de notions jusqu'à maintenant. Cette notion de micropolluants, qu'est-ce que sont les micropolluants? Quel est leur impact? Le fait qu'on les retrouve dans les eaux usées, qu'il y ait différentes sources, les rejets industriels, ça provient aussi des foyers. J'aimerais, moi, savoir, au niveau des foyers, d'où est-ce que ça provient, ces micropolluants? Est-ce que ça provient de produits qu'on utilise, j'imagine? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, alors c'est vrai qu'on s'est aperçu, en cherchant notamment les micropolluants en entrée et aussi en station d'épuration, qu'il y avait tout un panel de substances qu'on retrouvait qui viennent d'une multitude d'usages. Donc ça peut venir des entreprises, mais en fait ça vient aussi de nous, domestiques, particuliers, dans nos usages à la maison. Et pourtant, on pense que c'est vraiment les entreprises. On a fait une enquête il y a quelques années qui montrait que dans la perception des gens, ils n'étaient pas du tout conscients d'utiliser des micropolluants et des produits qui pouvaient justement générer cette pollution aux stations d'épuration et ensuite dans les milieux naturels. Mais en fait, quand on creuse un peu et qu'on regarde chez soi la quantité de produits chimiques qu'on a, que ce soit les produits ménagers, les cosmétiques, les produits de bricolage comme les peintures, les huiles, etc., tout ce qui est plastique, les lessives, mais aussi les composés pharmaceutiques, en fait, tous nos rejets finissent dans nos toilettes, dans nos lavabos, dans nos douches, et arrivent en station d'épuration. Et quand on regarde toutes ces émissions à l'échelle d'un territoire, en fait, ça fait des concentrations assez élevées en entrée de la station d'épuration. Et donc, pour les micropolluants qui traversent les stations d'épuration, assez élevés en sortie des stations d'épuration. Et là, c'est vrai que se pose la question de, en fait, toute la chimie qu'on a tout autour de nous et de la quantité de produits chimiques qu'on utilise sans forcément s'en rendre compte, que ce soit pour le ménage, pour les cosmétiques, etc. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que vous avez une idée de, en fait, la part du rejet des ménages par rapport à la part du rejet des industriels? Oui, on l'a. Alors, il n'y a pas de réponse toute faite parce que suivant les substances, c'est très différent. Mais par exemple, si je prends le DEHP, qui est un plastifiant, qui en fait est présent dans quasi tous les plastiques qu'on a tout autour de nous, on s'est rendu compte que la part qui vient des produits, la part qui vient
on s'est rendu compte que la part qui vient des domestiques est très largement supérieure à la part qui vient de la part des industriels. Voilà. Après, la réponse n'est pas tout le temps la même suivant les substances. Et par exemple, si on prend certains métaux comme le zinc, en fait, là, ça vient plutôt des eaux pluviales qui ont ruisselé sur les voiries, les gouttières, etc., et qui ont ensuite rejoint en partie le réseau d'assainissement. Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite, mais on sait que pour certaines substances, c'est vraiment la part domestique qui est prépondérante par rapport à la part des entreprises. Donc, nous influons directement par notre consommation sur la qualité de l'eau, par nos déchets et nos rejets. L'existence de ces micropolluants et leur toxicité, elle est connue depuis longtemps. Donc, je me demande pourquoi ces produits sont toujours présents sur le marché, disponibles à l'achat. C'est une très bonne question et qui pose vraiment question. On se rend compte qu'il y a une difficulté à réglementer et à interdire à la base des substances. Alors même quand il y a des fois des données qui montrent que c'est problématique, là on rentre aussi dans la société d'aujourd'hui avec tous les autres enjeux qui ne priment pas forcément sur la santé quand ça devrait aller, santé humaine et santé de l'environnement, quand il y a des enjeux économiques, des enjeux de lobby, mais aussi quand il n'y a pas forcément d'alternative, on voit que c'est difficile d'interdire la base. Sachant que ces interdictions, elles se jouent pas à l'échelle locale, hein, faut pas l'oublier, elles se jouent à l'échelle nationale, voire européenne. D'ailleurs, c'est souvent européenne. Alors, il y a quand même une grosse amélioration depuis l'année 2007 avec une réglementation européenne qui s'appelle la réglementation REACH et qui, pour tous les nouveaux produits qui sont mis sur le marché depuis cette date-là, il y a vraiment nécessité de produire des données sur les dangers et sur les risques liés à ces substances. Et si ces données montrent qu'il y a trop de dangers, trop de risques, le niveau européen interdit la mise sur le marché. Par contre, c'est pas forcément rétroactif sur les produits qui étaient déjà sur le marché depuis. Et voilà, ça pose question sur en gros tout ce qu'on peut acheter. Et c'est vrai qu'on se dit, si on peut l'acheter, c'est que c'est pas dangereux. Et c'est pas malheureusement pas forcément toujours le cas. Ok, donc il est primordial de faire de la prévention, d'informer les consommateurs, un peu comme on le fait là aujourd'hui, finalement. Bon, parallèlement à ça, on sait tous que les industriels, ils ont des leviers que nous n'avons pas en tant qu'association, comme la publicité à la télé, etc. Donc en fait, ce que je me demande, c'est comment nous, on pourrait agir, quelles seraient les façons de faire pour que les habitants, le consommateur, ils prennent conscience de cela et ils puissent changer leurs habitudes en fait. Oui, alors c'est vrai que ça nécessite un peu de changer son mode de pensée, son mode de consommation. La première étape, c'est de prendre conscience de la problématique, donc arriver à être sensibilisé, s'informer, avec le podcast justement dans lequel on est, ça sert aussi ce dessin-là. Mais prendre conscience de la problématique, c'est pas suffisant parce qu'on est tous pris dans les habitudes, dans une culture où on subit le marketing de tel ou tel produit, etc., etc. La deuxième étape, c'est d'arriver à trouver des espaces dans lesquels on peut expérimenter, tester la solution et voir si elle nous convient et de voir que ça peut marcher, que tel ou tel produit ménager alternatif est tout aussi efficace, que ça prend pas plus de temps, que c'est pas plus cher, etc., etc. Et un autre point qui est très intéressant, c'est que il faut que le message, et notamment l'acteur qui nous fait prendre conscience de la problématique, vienne d'un acteur de confiance. Et ça, suivant les personnes, ça peut être différent. Ça peut être une institution publique, ça peut être une étude scientifique, ça peut être des associations, ça peut être un influenceur ou une influenceuse, ça peut être notre entourage. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver à faire que tout un faisceau de gens et d'acteurs fassent passer les messages pour arriver à toucher le plus de gens possible. Mais derrière tout ça, il y a encore des freins qui sont vraiment dans notre culture de l'achat, de la consommation. Si je reprends l'exemple des produits ménagers, dans l'étude que j'évoquais tout à l'heure, on s'est aperçu qu'il y avait un sujet qui freinait vraiment le changement de pratique, c'est ce qu'on appelle l'odeur de propre. Et en fait, parce que beaucoup de gens sont habitués à ce que quand ils font le ménage, ensuite il y a une odeur qui en fait est une odeur totalement superficielle dans les
les produits commerciaux, produits ménagers, que ce soit le pain des Landes ou le citron. Et en fait, s'ils ne retrouvent pas cette odeur après avoir fait le ménage, notamment avec des produits alternatifs, ben, ils ont l'impression de ne pas avoir bien fait le ménage. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le bon critère pour dire que le ménage est bien fait. Et donc, il y a tout ça à déconstruire parce que, en fait, c'est pas ça qui prouve que le ménage a été bien fait. Effectivement, je partage ces constats lorsque j'anime des ateliers pour Zéro Déchet Strasbourg sur les produits ménagers. L'odeur de propre, elle revient constamment. Mais donc, en tant que consommateur, est-ce qu'il est encore possible à l'heure actuelle d'agir? Oui, alors l'état des cours d'eau, c'est vrai qu'ils sont et les compartiments de l'environnement sont on va dire le réceptacle de toute notre pollution malheureusement, et au bout d'un moment on en subit aussi nous-mêmes les conséquences. En fait oui, en tant que citoyen, citoyenne et consommateur, consommatrice, on peut faire quelque chose parce que notre levier, hein, c'est aussi comme l'alimentation, comme beaucoup d'autres sujets, c'est nos choix de consommation. Et l'idée, c'est sans doute de se poser des questions sur pourquoi on achète tel ou tel produit, est-ce qu'on en a vraiment besoin, et est-ce qu'on peut changer les choses aussi bien pour préserver l'environnement que pour préserver sa santé à soi. Et donc, je dirais qu'il y a 3 niveaux d'action qu'on peut faire. C'est déjà être plus sobre, donc ne pas utiliser les produits qu'on achète plus qu'il n'en faut, donc utiliser des doses, la juste dose, sans doute en utiliser moins. Le deuxième point, c'est ou le deuxième niveau, on va dire, d'action, c'est le deuxième niveau d'action, c'est d'aller vers des produits plus sains, donc soit des produits éco-labellisés, que ce soit pour les produits ménagers, les produits cosmétiques, etc. Soit des produits qu'on fabrique soi-même à partir d'ingrédients tout simples pour le ménage. Si on a juste une base de savon de Marseille, savon noir, bicarbonate de soude et vinaigre, en fait on peut faire 99% de nos tâches ménagères à la maison, quoi. Donc c'est finalement assez simple. Et le troisième niveau, c'est pour certains usages, c'est se dire on peut se passer des produits chimiques. Exemple pour le jardinage à la maison, on peut travailler et aller vers plutôt du jardinage au naturel, sans produits chimiques, qu'en utilisant des produits chimiques qui, du coup, aussi ont un impact sur la biodiversité et sur la terre. Oui, je suis tout à fait alignée avec ça. En plus, sur le jardin, personnellement, de mon expérience, je me rends compte que si on laisse faire la nature, souvent, elle s'autorégule, ne serait-ce que pour les pucerons. Si on laisse venir, par exemple, les coccinelles, elles vont régler le souci toutes seules. Il n'y a pas besoin d'intervenir et de pulvériser des produits. Et donc, pour vous, il faudrait s'attaquer en priorité à quel type de déchets, à quel type de polluants? Oui, alors on s'aperçoit que en fait, il y en a tellement une multitude de produits différents sur le marché et donc dans les différentes habitations que c'est difficile de se dire il faut aller vers ce produit ou ce produit. Par contre, clairement, l'idée c'est d'aller vers ceux qui posent le plus de problèmes pour la santé environnementale et pour la santé de nous-mêmes. Donc, médiatiquement, on a beaucoup entendu parler des PFAS et on en entend beaucoup parler. Là, on peut lutter contre ça. Aussi dans nos usages quotidiens, là par exemple les PFAS à la maison, c'est dans nos ustensiles de cuisine, les poêles, etc. Donc il y a des alternatives qui existent avec d'autres matériaux et donc ça permet de lutter contre. L'autre, on va dire, type de micropolluants contre lequel, à mon sens, il faut lutter, on va dire en priorité, c'est ceux qui sont classés perturbateurs endocriniens. Donc là, pareil, ça rentre dans tout un tas de familles physico-chimiques différentes de micropolluants, mais on sait que ça a vraiment un impact sur l'environnement et sur nous-mêmes, et c'est sans doute les micropolluants vers lesquels il faut aller en priorité. Alors oui, par rapport à tout ce qui est PFAS, perturbateurs endocriniens, donc on l'aborde dans notre série de vidéos et de podcasts, le zéro déchet pour ma santé et la planète. Donc vous pourrez retrouver d'autres formats vraiment spécifiques sur le plastique alimentaire, sur les PFAS, etc. Maintenant, par rapport aux ateliers de fabrication de produits ménagers, effectivement, je confirme notre association Zéro Déchet Strasbourg. On anime régulièrement ce type d'atelier
pour le grand public, dans des centres socioculturels, pour des municipalités, etc. Et moi-même, j'ai suivi ce type d'atelier et c'est ce qui m'a permis d'être informée et ensuite de me lancer dans des choix de consommation différents. Donc, c'est vraiment chouette d'assister à ce type d'atelier collectif. Maintenant, je me dis que allez, je vais m'y mettre. Je vais dans mon magasin habituel. Je me retrouve devant ce rayon de produits gigantesques. Comment je fais pour choisir? Oui, alors donc c'est assez aussi difficile, c'est encore un point de sensibilisation qui doit être travaillé par les institutions publiques, mais aussi par d'autres acteurs, pour arriver à ce que n'importe quelle personne, quand elle veut changer ses produits, elle sache comment faire. Parce que quand on est devant, si on va au supermarché, quand on est devant le rayon de produits, on sait pas trop comment faire, même en regardant les étiquettes, etc., etc. Donc une solution que moi je préconise, c'est d'aller vers des applications alors qui sont reconnues indépendantes, notamment l'application Quel produit de l'UFC Que Choisir. Et donc vous scannez le vous scannez le code barre sur le produit et ça vous donne la classification notamment environnementale et puis d'autres critères qui vous permettent de choisir en conscience les produits. Ensuite, moi ce que je conseille, c'est d'aller vers des ingrédients, notamment pour les produits ménagers, mais aussi cosmétiques, les plus simples possibles. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, bicarbonate, savon de Marseille, vinaigre. Quand on est si on va au supermarché, quand on est devant le rayon de produits, on sait pas trop comment faire, même en regardant les étiquettes, etc., etc. Donc, une solution que moi je préconise, c'est d'aller vers des applications alors qui sont reconnues indépendantes, notamment l'application Quel produit de l'UFC Que Choisir. Et donc vous scannez vous scannez le code barre sur le produit et ça vous donne la classification notamment environnementale et puis d'autres critères qui vous permettent de choisir en conscience les produits. Ensuite, moi ce que je conseille, c'est d'aller vers des ingrédients, notamment pour les produits ménagers, mais aussi cosmétiques, les plus simples possibles. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, bicarbonate, savon de Marseille, vinaigre. En plus, ça peut s'acheter maintenant très facilement en vrac. Et du coup, vrac dit aussi moins de contenants plastiques essentiellement, donc moins de déchets derrière. Et ça, une fois que vous avez ça chez vous, ça coûte moins cher que d'acheter une multitude de produits chimiques divers et variés. C'est beaucoup plus simple et les recettes sont très faciles. Vous retrouvez des recettes sur internet, mais aussi nous on a fait une campagne de communication avec des guides et des petites vidéos pour apprendre à faire ses produits ménagers soi-même. Il y a beaucoup d'associations sur le territoire de l'Eurométropole qui proposent des ateliers fabrication de produits ménagers. Donc là c'est quand même une expérimentation assez facile à faire et la plupart des gens qui participent à ça, qui n'étaient pas sensibilisés avant, se rendent compte que c'est rapide, c'est facile, et au final, ça coûte moins cher. Merci beaucoup, Maxime Pomis, pour votre éclairage, pour vos conseils pratiques. Moi, j'ai appris beaucoup à travers ce podcast. Nous avons vu que la pollution de l'eau, elle est liée directement à nos habitudes de consommation, aux déchets que nous générons au quotidien. Donc, nous avons fait un focus côté consommateur parce que, bien entendu, il y a aussi ce focus produits phytosanitaires par les agriculteurs, même si les particuliers en utilisent aussi. Donc, ce qu'il faut éviter le plus possible, c'est d'utiliser des produits qui vont avoir un impact sur l'eau, qui vont polluer l'eau et qui vont porter atteinte à notre santé et privilégier des produits simples. Des produits sains en fait. Juste un petit focus par rapport aux lingettes à usage unique, ne surtout pas les jeter dans les toilettes. Donc ça perturbe les stations d'épuration et en plus souvent elles contiennent des produits qui vont polluer l'eau. Donc en fait, chaque petit geste compte pour préserver notre eau, notre santé et nos usages futurs. Donc voilà, nous arrivons au terme de ce podcast. Je vous dis à très vite pour un nouveau sujet autour de la santé environnementale, pour continuer à explorer comment nos choix et nos déchets du quotidien peuvent protéger la planète et notre santé. Retrouvez nos podcasts et vidéos sur notre site internet zds.fr.
une série de l'association Zéro Déchet Strasbourg dans le cadre du contrat local de santé.